Wonder Woman a transformé une pirouette sur elle-même, une paire de bracelets argentés et un costume parsemé d'étoiles en l'un des super-héros les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Diffusée à partir de 1975, la série a suivi la Diana Prince de Lynda Carter, depuis l'île du Paradis jusqu'au monde des hommes, aux côtés du Steve Trevor de Lyle Waggoner, tandis qu'elle combattait espions, saboteurs et vilains de science-fiction au fil de 3 saisons et sur 2 chaînes de télévision différentes. Pourtant, derrière le jet invisible, le générique emblématique et ses bracelets qui dévient les balles se cachait une série en perpétuelle réinvention. Elle changeait d'époque, de costume et même de reine de l'île du Paradis, tout en transformant son héroïne en icône de la culture populaire. Voici 15 anecdotes que vous ne saviez probablement pas sur la série télévisée Wonder Woman. Et restez jusqu'au fait numéro 15, car nous faisons un bond de plusieurs décennies pour découvrir comment Lynda Carter a trouvé le moyen de revenir dans l'univers de Wonder Woman avec un rôle entièrement inédit. Fait numéro 1. Une actrice pratiquement inconnue est devenue la Wonder Woman définitive. Avant d'incarner l'Amazone la plus célèbre du petit écran, la carrière de Lynda Carter avait à peine 1 an d'existence. Son CV comprenait quelques petits rôles et un crédit notable. Une apparition en guest dans un seul épisode du drame policier Nakia en 1974. Cette participation avait suffi à lui ouvrir les portes du syndicat des acteurs, mais ce n'était pas le genre de parcours qui mène habituellement à tenir le premier rôle d'une série à son propre nom. Lorsque le casting de Wonder Woman a débuté, des centaines d'actrices bien plus expérimentées, certaines déjà connues au cinéma, ont passé des auditions. Le producteur exécutif Douglas S. Kramer a expliqué plus tard pourquoi Carter s'est imposée aussi rapidement. Elle ne ressemblait pas seulement à Wonder Woman, elle était Wonder Woman. Face à la caméra, elle dégageait une assurance, une autorité tranquille et une chaleur naturelle qui rendaient sa pirouette pour changer de tenue non seulement crédible, mais puissante. Son bout d'essai a convaincu la chaîne presque immédiatement. En une seule saison, elle est passée de parfaite inconnue à icône culturelle, prouvant que parfois, ce n'est pas l'étendue d'un CV qui compte, mais la capacité à enfiler un costume et à faire croire le monde entier. Fait numéro 2. Avant Carter, il y avait une Diana bien différente. Lynda Carter n'a pas été, en réalité, la première Wonder Woman en prise de l'aise de vue réelle des années 70. En 1974, la chaîne ABC a testé le concept avec un téléfilm mettant en vedette Kathy Lee Crosby dans le rôle de Diana Prince, et le résultat ressemblait à peine au personnage que les fans connaissaient. La version de Crosby n'avait ni tiare, ni lasso magique, ni pouvoir surhumain. À la place, elle portait une combinaison de sport rouge et bleu. Elle était blonde et agissait comme agent gouvernemental, avec des compétences en arts martiaux et un sens général de la justice. L'histoire s'inspirait vaguement de la période des comics, connue sous le nom de l'ère du I Ching, quand Wonder Woman renonçait à ses pouvoirs. Sur le papier, c'était une idée, mais à l'écran, ça ressemblait davantage à un film d'espionnage avec une identité patriotique qu'à une histoire de super-héros. L'audimat fut acceptable, sans plus. Le public n'a pas rejeté cette Diana sans pouvoir, mais il ne l'a pas non plus adoptée. L'ABC en a pris note. À peine 1 an plus tard, elle a relancé le projet de fond en comble. Nouvelle actrice, pouvoir restauré, costume traditionnel et un ton bien plus fidèle aux matériaux d'origine. Cette fois, ils se sont souvenus qu'il était censé s'agir d'une super-héroïne. Fait numéro 3, la série a changé de chaîne et fait un bond de 30 ans dans le futur. La première saison de Wonder Woman situait Diana fermement dans les années 40, à cogner des nazis, déjouer des agents de l'Axe et piloter un jet invisible en pleine Seconde Guerre mondiale. L'audience était correcte, mais l'ABC a reculé devant le coup de recréer l'époque semaine après semaine, avions d'époque, uniformes de période et décors historiquement précis. La chaîne a donc abandonné le projet. La CBS a saisi l'occasion. Sa proposition était simple, transporter Wonder Woman dans le présent, supprimer les coûteux éléments d'époque et miser sur les aventures d'espionnage et de science-fiction typiques des années 70. Dans la version remaniée, Diana réapparaissait à la fin de cette décennie comme agent de l'IADC,
arborant désormais des tenues modernes et la mode contemporaine, avec cette coiffure aux ondulations caractéristiques de l'époque. Mais il restait un problème de taille. Steve Trevor. Lyle Wagoner était devenu un élément si fondamental que les producteurs ne voulaient pas s'en séparer. Sauf que le personnage aurait dû avoir vieilli de 3 décennies. La solution relevait d'une logique purement télévisuelle. Réimaginer Wagoner en Steve Trevor Jr., le fils de l'allié de Diana pendant la guerre, et passer à la suite. C'était moins cher, plus moderne et suffisamment accrocheur pour séduire un nouveau public. La CBS a maintenu Wonder Woman en orbite pendant 2 saisons supplémentaires. Fait numéro 4. La transformation avec pirouette était une idée de Lynda Carter elle-même. L'une des images les plus inoubliables de la série, Diana Prince, tournant sur elle-même pour devenir Wonder Woman, ne figurait ni dans les comics ni dans les premiers de scénario. Les producteurs n'avaient pas de plan précis pour montrer la transformation à l'écran. Les coupes directes des vêtements civils au costume semblaient maladroites et dépouillaient le moment de toute sa magie. Lynda Carter a proposé une alternative, une pirouette élégante, presque rituelle, qui pourrait devenir la signature visuelle du personnage. Les premiers épisodes l'ont testée sous une forme plus simple. La rotation était plus lente, sans éclat de lumière, et Diana devait encore ranger ses vêtements civils hors champ. Avec le temps, la production a misé de plus en plus sur le fantastique. L'équipe des effets a ajouté un flash lumineux au milieu de la pirouette et a cessé de s'inquiéter de là où partait la tenue précédente. En quelques secondes d'image, la série avait trouvé son langage de transformation. L'idée est devenue tellement iconique que DC Comics a fini par l'intégrer à la mythologie officielle de Wonder Woman. La pirouette de Carter ne changeait pas seulement son costume. Elle a modifié le canon, transformant un procédé de mise en scène télévisuelle en élément à part entière de l'histoire officielle du personnage. Fait numéro 5. Les bracelets étaient en métal véritable et utilisaient de la pyrotechnie réelle. Les bracelets avec lesquels Wonder Woman dévie les balles étaient bien plus que de simples accessoires décoratifs. Lors de la première saison sur ABC, qui se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, Diana portait des bracelets au ton argenté, qui s'accordaient avec une esthétique plus classique. Quand la série a rejoint la CBS et s'est installée dans le présent, leur apparence a évolué avec elle. Les bracelets sont devenus dorés et brillants, à l'image d'une héroïne moderne et stylée. Mais la vraie surprise était dans leur fonctionnement. Pour simuler les balles qui ricochent sur le métal, les accessoires étaient équipés de petites charges pyrotechniques. Carter les activait grâce à un dispositif dissimulé dans la paume de sa main, synchronisant ses gestes pour que chaque blocage, les bras croisés, coïncide avec une pluie d'étincelles. Aucun trucage numérique, seulement des câbles, des détonateurs et une chorégraphie très précise. Chaque fois que les spectateurs entendaient ce son métallique et voyaient les éclairs jaillir de ses poignets, ils assistaient à un effet pratique exécuté avec une synchronisation au millimètre qui exigeait une confiance absolue entre l'actrice, l'équipe de cascadeurs et le reste de l'équipe technique. Fait numéro 6, le jet invisible est passé du ridicule à encore plus ridicule. Sur le papier, un jet invisible, c'est de la pure fantaisie de comics. Avec les budgets de la télévision des années 70, c'est devenu tout autre chose. Lors de la saison sur ABC, les séquences de vol utilisaient une maquette transparente, suspendue au-dessus de fond de ciel. C'était clairement une miniature, mais l'éclairage et le cadrage permettaient à l'illusion de fonctionner à peu près, surtout pour les jeunes spectateurs prêts à se laisser emporter. Quand la CBS a pris le relais, le budget a fondu et la subtilité a disparu avec lui. Soudain, l'aéronef invisible ressemblait à un Concorde en plastique avec une carrosserie transparente et à l'intérieur trônait une poupée Wonder Woman, perchée comme un jouet de vitrine. Parfois, une figurine de Steve Trevor l'accompagnait. Le résultat avait davantage l'allure d'un lot de fête foraine que d'une technologie secrète de pointe. Et pourtant, le jeu de Lynda Carter autour de tout ça, calme, assuré, totalement imperturbable, aidait à maintenir l'illusion. Le scénario disait « jet invisible », le département accessoires disait « maquette en plastique » et le public acceptait les deux d'une façon ou d'une autre.
Fait numéro 7. Son costume comprenait une combinaison de plongée couverte d'étoiles. Le crime ne se commet pas toujours sur la terre ferme, et lorsque les scénarios exigèrent de l'action sous l'eau, Wonder Woman avait besoin de quelque chose que son uniforme habituel ne pouvait pas offrir. Le costumier Don Feld avait d'abord envisagé un bikini patriotique pour Lynda Carter, mais les contraintes de l'eau, les scènes d'action et les critères de la télévision de l'époque le rendaient peu pratique. La solution fut une combinaison de néoprène sur mesure, de couleur bleue, couverte d'étoiles blanches et moulantes. Elle conservait les couleurs rouge, blanc et bleu du personnage, tout en offrant à Carter une tenue fonctionnelle et sécurisée pour les tournages sous la surface. À l'écran, elle avait exactement l'air du genre de choses qu'une Amazone garderait tranquillement dans son vestiaire. Mi-uniforme de super-héroïne, mi-déclaration de mode, elle mettait également en lumière l'un des défis permanents de la série, concilier l'iconographie du comics avec la logistique quotidienne d'une production télévisuelle. Si ce voyage sur l'île du paradis et dans le prime time des années 70 vous accroche, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ça nous aide à continuer à vous apporter des curiosités sur les émissions qui ont marqué des générations. Fait numéro 8. Une héroïne, 3 reines. Hippolyte changeait de visage. Si l'apparence de la reine Hippolyte semblait changer d'épisode en épisode, ce n'était pas le fruit de votre imagination. Tout au long de la série, la mère de Diana a été interprétée par 3 actrices différentes, chacune avec un parcours de poids à Hollywood. Le pilote de 1975 présentait Cloris Leachman dans le rôle d'une Hippolyte imposante et glamour, déjà oscarisée avant de poser le pied sur l'île du paradis. Quand la première saison est arrivée, Carolyn Jones, célèbre pour son rôle de Morticia Adams, a pris la relève en apportant son propre mélange de gravité et de présence ironique. Elle-même avait été nommée aux Oscars. En deuxième saison, le rôle est passé à Beatrice Straight, qui venait tout juste de remporter l'Oscar pour le film Network et qui a insufflé à la reine des Amazones une sérénité presque monarchique. Le résultat était une curieuse paradoxe. Une série qui faisait parfois voler des maquettes en plastique suspendues à des fils avait aussi discrètement réuni 2 lauréates des Oscars et une nommée pour composer la famille royale des Amazones. Fait numéro 9. Le costume de Wonder Woman comprenait une jupe et une cape pour les grandes occasions. Le look le plus reconnaissable de Lynda Carter, c'est le short étoilé et le corsage, mais dans les premiers épisodes, sa Wonder Woman avait des options. La première saison a introduit une jupe patriotique et une dramatique cape en rouge, blanc et bleu qui apparaissaient dans des situations précises. La jupe n'était pas faite pour se battre. Elle apparaissait dans des contextes plus formels ou diplomatiques, une sorte d'uniforme de gala pour les épisodes où Wonder Woman agissait davantage comme ambassadrice que comme combattante. La cape, quant à elle, était résolument théâtrale. Elle se déployait derrière elle lors des entrées en scène, ondoyait pendant les atterrissages et ajoutait une touche de dramatisme supplémentaire chaque fois qu'elle s'élançait dans les airs. Quand la CBS a transporté le personnage dans le présent, la jupe a discrètement cédé la place au short, bien plus pratique pour les courses-poursuites et les scènes d'action. La cape a survécu avec des apparitions plus sporadiques et remplissait une fonction pratique au-delà de l'esthétique. Elle aidait à dissimuler les doublures et les harnais pendant les séquences les plus complexes, sans briser la cohérence visuelle du personnage. Fait numéro 10. Derrière les combats, il y avait une actrice qui savait vraiment bouger. Carter pouvait compter sur les cascadeuses Jeannie Epper et Kim Kahana pour les tâches les plus dangereuses de la série, mais elle tenait à réaliser elle-même tout ce que le studio lui autorisait. Sa formation en ballet lui conférait un sens du contrôle et de l'élégance qui a entièrement façonné la façon de se mouvoir de Wonder Woman. Les scènes de combat avaient souvent une touche chorégraphique. Des coups de pied et des coups de poing qui coulaient comme des pas de danse, des sauts qui atterrissaient avec précision et raffinement plutôt qu'avec brutalité. Elle franchissait des obstacles, pivotait vers les impacts et transformait ce qui aurait pu être un combat télévisuel rigide en quelque chose de fluide et presque gracieux. Le meilleur exemple de sa détermination à se dépasser est arrivé en deuxième saison avec une scène d'hélicoptère.
Dans la séquence, Wonder Woman saisit le patin d'atterrissage d'un hélicoptère au moment où il décolle et se retrouve suspendu à grande hauteur dans les airs. Initialement, la scène avait été réalisée par une doublure. Carter l'a observé, a vu à quel point la substitution était visible à l'écran et a décidé de faire la cascade elle-même. Sans harnais visible au poignet et sans filet en dessous, elle s'est accrochée au patin tandis que l'hélicoptère montait, laissant la caméra capturer le danger réel. La prise était si réussie qu'elle est devenue un élément récurrent du générique de la série. Ce n'est qu'après que le studio a pleinement réalisé le risque que sa protagoniste avait pris en se suspendant à un hélicoptère au-dessus d'un ravin. Fait numéro 11, le générique a été composé presque du jour au lendemain et n'a cessé d'évoluer. Ce thème d'ouverture vibrant et plein d'entrain, avec ses paroles sur les collants en satin et le combat pour ses droits, a été créé en un temps étonnamment court. Le compositeur Charles Fox et le parolier Norman Gimbel l'ont bouclé en moins de 48 heures, en le glissant entre d'autres engagements. Ils ont pourtant réussi à capturer l'essence du personnage en quelques lignes percutantes et une mélodie qui sonnait comme une marche patriotique fusionnée avec le pop des années 70. Le chanteur John Biller a mené l'enregistrement, soutenu par Marvin Miller, Carolyn Willis et Julia Waters. Au fil de l'évolution de la série, la musique a évolué avec elle. La saison sur ABC, qui se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, conservait des références belliqueuses dans les paroles. Quand l'histoire a fait le saut vers les années 70 sur la CBS, ces passages ont disparu. À mi-parcours de la deuxième saison, la voix de Biller a été temporairement remplacée par une version au synthétiseur, reflet des tendances changeantes de la musique télévisuelle. En troisième saison, Biller est revenu comme voix soliste avec Johnny Harris apportant un nouvel arrangement, sans chœur d'accompagnement. Au-delà de la série elle-même, la mélodie n'a pas cessé de voyager. En 1978, le Wonderland Disco Band en a proposé une reprise disco, preuve que transformer à peu près n'importe quoi en musique de piste de danse était à l'époque presque une obligation du secteur. Fait numéro 12, Wonder Woman avait une petite sœur interprétée par une future prétendante à l'Oscar. Au cours de la première saison, 3 épisodes ont présenté Drusilla, la sœur cadette de Diana, connue des spectateurs sous le nom de Wonder Girl. Le rôle est revenu à une alors débutante Debra Winger, fraîchement sortie de ses débuts au cinéma dans Slumber Party 57. Dans les épisodes Le mystère du féminéum en 2 parties et Wonder Woman à Hollywood, la Drusilla de Winger arborait son propre costume étoilé, son lasso et sa tiare. Le personnage était sincère et un peu maladroit, comme une adolescente de l'île du Paradis lâchée dans un monde pour lequel personne ne lui avait donné un bon mode d'emploi. L'exposition a contribué à faire monter la cote de Winger, mais selon ce qui se raconte, elle détestait être associée au rôle et a repoussé les rumeurs d'un spin-off centré sur Wonder Girl. Elle craignait de rester enfermée dans le territoire du sidekick de comics au moment précis où sa carrière commençait à décoller. Son instinct s'est révélé fondé. Quelques années plus tard, elle enchaînait des performances saluées par la critique dans des films comme An Officer and a Gentleman, La fièvre au corps et Shadowlands, troquant l'entraînement amazonien contre des nominations aux Oscars. Fait numéro 13, en dehors de l'écran, Lynda Carter était une chanteuse active avec une vraie carrière musicale. À la télévision, Diana Prince avait rarement l'occasion de se mettre à chanter. En dehors de l'écran, Lynda Carter avait déjà un parcours musical sérieux et n'a cessé de le construire tout au long de la série. Au lycée, elle était la chanteuse principale d'un groupe appelé The Relatives, dont le batteur était Gary Burghoff, connu plus tard pour son rôle de radar dans la série MASH. Elle a ensuite tourné avec un groupe appelé The Garfen Gathering avant de décrocher le rôle de Wonder Woman. En 1978, en plein cœur de son règne comme la super-héroïne la plus célèbre du petit écran, elle a sorti son premier album solo, Portrait. Au fil des années sont venus d'autres disques, parmi lesquels At Last, Crazy Little Things et Red Rock and Blues, chacun mettant en valeur une voix suffisamment polyvalente pour aborder des standards de jazz, de pop et de blues. Des spéciaux télévisés comme Lynda Carter, Célébration en 1981, lui ont donné l'occasion de combiner le chant avec des numéros de variété,
Et cette émission en particulier lui a valu un Emmy. Des décennies plus tard, elle a prêté sa voix et des chansons originales au jeu vidéo Fallout 4 et est même montée sur les planches du West End londonien dans la comédie musicale Chicago. Pour beaucoup de spectateurs, elle sera toujours la femme qui dévie les balles avec ses bracelets. Dans le monde du spectacle en général, elle était aussi une artiste musicale capable de tenir une scène sans aucun costume. Fait numéro 14. La série a discrètement testé une nouvelle direction dans ses derniers épisodes. À l'approche de la fin de la 3e saison, l'équipe créative expérimentait une nouvelle formule. Plutôt que de conclure les intrigues avec un final définitif, elle a utilisé les derniers épisodes pour tâter le terrain vers des changements qui auraient pu servir de base à une 4e saison renouvelée. Dans L'homme qui ne pouvait pas mourir, Diana déménageait à Los Angeles et répondait à un nouveau supérieur à l'IADC, Hougton, interprété par John Duren. Mais ce qui frappait le plus était l'apparition d'un homme génétiquement amélioré, nommé Brad Cassidy, joué par le médaillé olympique à la perche Bob Seagren. Brad était pratiquement indestructible. Les balles rebondissaient sur lui et ses capacités semblaient conçues pour compléter celles de Wonder Woman, le positionnant comme un possible compagnon ou coprotagoniste. Avec le fantôme de la patinoire, une histoire en 2 parties dotée de ses propres personnages et décors inédits, le final de saison commençait à ressembler moins à une conclusion et davantage à un pilote déguisé. La CBS, cependant, ne s'est pas laissée convaincre. L'audience avait baissé et l'introduction d'un allié au super-pouvoir n'a pas suffi à renverser la tendance. Les derniers épisodes ont été diffusés dans le désordre. La direction envisagée a été silencieusement archivée et la série s'est achevée sans épisode final officiel ni véritable au revoir. Fait numéro 15. Des décennies plus tard, Lynda Carter est revenue en tant que légende Amazon différente. Pendant des années après la fin de la série originale, l'association de Lynda Carter avec Wonder Woman restait très forte, mais elle s'est tenue à l'écart des adaptations cinématographiques du personnage. Cela a changé avec Wonder Woman 1984. Dans une scène à mi-chemin des crédits de fin, une mystérieuse femme en cape bleue sauve une petite fille d'une chute sous des débris avec une facilité déconcertante, puis se retourne vers la caméra. C'est Carter, interprétant cette fois Asteria, une légendaire guerrière amazone mentionnée plus tôt dans le film comme la porteuse originale de l'armure dorée que Diana revêt plus tard. Le moment n'a duré que quelques secondes, mais sa résonance a été bien supérieure à sa durée. Carter ne reprenait pas son rôle télévisuel. Elle entrait dans une nouvelle page de la mythologie, celle d'une Amazone vétérane dont l'existence reliait différentes époques de l'histoire du personnage. Pour les fans de la première heure, cela ressemblait moins à un simple clin d'œil nostalgique qu'à un symbolique passage de flambeau et, en même temps, à une réhabilitation d'un titre. Nul besoin d'effets spéciaux pour que ça fonctionne. Des décennies après avoir enfilé le costume pour la première fois, la présence et l'histoire ont fait tout le travail à elles seules. Merci d'avoir regardé ces 15 anecdotes surprenantes sur la série télévisée Wonder Woman. Laquelle d'entre elles a changé votre façon de voir la série? Si ce voyage retour sur l'île du paradis et dans le prime time des années 70 vous a rappelé de bons souvenirs, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel est le moment de la série qui vous est resté gravé dans la mémoire.